Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur ma série La F1 expliquée en ASMR. Et aujourd'hui, après avoir fait le week-end de course, je vais vous parler de comment accéder à la Formule 1. Bah oui, parce qu'avant avoir un week-end de course, des voitures de course et tout ce genre de choses, comment on accède à la Formule 1 en tant que pilote, mécanicien ou membre de l'équipe ou même membre de l'écosystème Formule 1, bah, je vais vous expliquer ça un petit peu dans cette petite vidéo parce qu'elle sera un peu courte. Je vais d'abord axer ma vidéo sur l'axe principal, les pilotes, et ensuite je vous parlerai un petit peu des mécanos et des team members. Alors on va commencer. Déjà, on va mettre les choses au clair. Les parcours pour accéder à la Formule 1 sont tous différents, mais certaines voies sont plus conventionnelles que d'autres. C'est-à-dire que dans ce que je vais vous présenter, la voie que je vais vous présenter en principal, c'est la voie qui a vu le plus de pilotes ou de mécaniciens arriver en Formule 1. Mais c'est pas une voie unique, il y a beaucoup d'autres voies qui se font, mais qui font au final accéder les pilotes en Formule 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va commencer directement les pilotes. Alors déjà pour commencer à être un pilote, il faut débuter en karting. C'est quasiment obligatoire. Et pour le karting actuellement, pour un karting en championnat national, il faut compter 4 000 €. Et pour un championnat international, 150 000 €. Donc vous comprenez directement qu'il faut soit des sponsors, soit être plutôt aisé, soit être aidé par une académie. Ce dont on parlera un petit peu plus tard. Donc je vous parle de karting maintenant. Mais à l'époque, les catégories elles étaient multiples. Énormément de pilotes avant 70 n'ont jamais mis leurs fesses dans un karting parce qu'à l'époque ça n'existait juste pas. Les championnats de karting c'était des championnats annexes ou même c'était juste des pilotes qui prenaient la voiture de leur daron et qui allaient faire des courses dans le pays et qui adoraient leur vie. Fangio, c'est ancien mécanicien argentin. Ascari, il a commencé par la moto, dites-vous, comme John Surtees. James Clark, mon pilote préféré, lui il a commencé sur la voiture de ses parents pour ensuite faire des tests pour Colin Chapman, j'avais oublié le nom, ancien créateur du Team Lotus en Formule 1. Voilà, à l'époque il y avait énormément d'autres façons d'accéder à la F1 que le kart, parce que le kart en lui-même n'existait pas. Le premier champion du monde à avoir eu ce parcours de kart pour ensuite arriver à la Formule 1, c'est Enzo Fittipaldi qui est arrivé en 60, qui a été arrivé en Formule 1 en 70 et qui a été champion du monde en 72. C'est pas Enzo, non, c'est Emerson Fittipaldi. Enzo c'est son petit-fils ou son arrière-petit-fils même je crois. Et Pietro, voilà, c'est toute la famille Fittipaldi. C'est Emerson Fittipaldi qui donc en 70 arrive en Formule 1 après avoir fait du karting dans ses plus jeunes années. C'est le premier. Ensuite il a été suivi par Nelson Piquet, Ayrton Senna, aujourd'hui des Schumacher, des Vettel, même tous les pilotes de la grille que vous voyez aujourd'hui en Formule 1 ils sont passés par du karting, ils ont commencé par du karting. Et le dernier pilote champion du monde qui n'a pas fait de karting, c'est Jacques Villeneuve qui lui, il a eu une histoire compliquée, c'est comme Damon Hill, tous les deux fils de pilotes de Formule 1 morts malheureusement, l'un en volant, l'autre en allant à un week-end de course, et qui donc ont quitté le monde du sport automobile très jeune parce que leur paternel étant mort, ils voulaient pas continuer, leur famille voulait pas continuer, et les deux n'ont pas fait de karting, ils sont directement passés sur soit des voitures de tourisme pour Damon Hill, soit pour Jacques Villeneuve, le kart. Alors pas le karting tel je vous parle, mais le kart, c'était des monoplaces aux États-Unis. C'est la Ligue 2 des monoplaces. Donc
Maintenant c'est la F3, on a un petit peu simplifié la chose. Et donc la F3 c'est des Formule 4 qui vont plus rapide. C'est des monoplaces, voilà, la Formule 4 c'est des monoplaces sur un circuit. La Formule 3 c'est des monoplaces sur un circuit qui suit le calendrier de la Formule 1. Ça c'est très important pour vous sentir intégré au microcosme de la Formule 1. Et les voitures sont plus rapides. Donc vraiment, vous devez performer un maximum, vous montrer un maximum et montrer que vous êtes un pilote prometteur, surtout. La Formule 3, voilà, vous pouvez encore être un peu bourrin, évitez de vous manger une réputation de pilote trop bourrin, qui rentre trop dans les gens, qui fait mal les freinages. Voilà, vous devez quand même montrer l'étendue de vos talents en qualification sur un tour et également en gestion de course. Et enfin, si la Formule 3 vous réussit, et ben vous pouvez passer en Formule 2. Et la Formule 2, cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux. Vous suivez toujours la Formule 1, vous êtes sur une monoplace encore plus rapide, mais surtout, vous intégrez la grosse exposition de la Formule 2, parce que la Formule 2, c'est vraiment l'antichambre de la Formule 1. Enfin, on verra après que c'est pas forcément vrai, mais c'est quand même une antichambre très proche de la Formule 1. Et surtout, vous intégrez dans votre stratégie de course, pas la stratégie, parce qu'en Formule 3, pas d'arrêt au stand. En Formule 2, le pit stop est obligatoire. Donc vous devez commencer à comprendre comment faire une course, comment manager les pneus, toujours être aussi rapide et être très bon. Et c'est comme ça que vous passerez ensuite en Formule 1. Par contre, un bon résultat en Formule 2 ne vous oblige pas à un passage en Formule 1, contrairement à la Freca ou à la F3. Quand vous êtes bon là-bas, la formule supplémentaire, la formule au-dessus est quasiment obligatoire. Quand vous êtes bon en Formule 2, que vous gagnez le titre en Formule 2, vous n'êtes malheureusement pas obligé d'arriver en Formule 1. On va d'ailleurs faire une vidéo sur ça, sur le fait qu'il y a un gros blocage entre la Formule 2 et la Formule 1. Surtout qu'en plus vous avez la super licence à avoir, ça aussi on en parlera dans la vidéo du passage Formule 2, Formule 1. Et à ce moment-là, arrive un choix pour vous. Alors soit vous êtes champion de Formule 2 et on vous propose la Formule 1, auquel cas vous avez le bon timing, tout est bon pour vous. Soit malheureusement, la Formule 1 s'est bloquée et à ce moment-là, il faut se rabattre. Alors soit vous pouvez devenir pilote de réserve ou pilote de test pour la Formule 1, ce que fait Drugovich actuellement. Soit vous allez en Super Formula. Donc au Japon, c'est une série de monoplaces extrêmement rapides. Je crois qu'ils sont aussi rapides que les Formule 1 en virage. C'est juste en ligne droite où ils sont beaucoup moins rapides. C'est l'équivalent de la Formule 1, mais au Japon, en moins fort. Et c'est très 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 coté parce que ça rapporte beaucoup de points pour la super licence et que le championnat, il est certes fait par des jeunes petits pilotes qui sortent de Formule 2, des jeunes pilotes japonais qui ont un certain talent, mais également par des vétérans. Lauterer qui est aujourd'hui en Formule électrique, à l'époque il roulait là-bas, Gasly a roulé là-bas, Van Dorn a roulé là-bas. C'est pas un championnat dégueulasse et même ça fait ça marque bien sur le CV. Lawson est en Super Formula aussi, hein. Et quand tu gagnes la Super Formula, t'es pas la moitié d'un pilote, voire même ça peut encore plus t'ouvrir les portes pour la Formule 1. Reprenez l'exemple de Gasly, hein. Il est en Formule 2, il gagne la Formule 2, mais il peut pas passer en Formule 1 parce que la filière Red Bull est bouchée et donc il arrive en Super Formula et il se bat pour le titre toute la saison et ça lui ouvre les portes de la Formule 1 au final. Ensuite, vous avez l'IndyCar qui peut venir vous récupérer, comme la Formule électrique, Formule E, comme De Vries qui a fait un petit passage par la Formule électrique avant d'arriver en Formule 1 pour partir très rapidement. Ça fait pas bonne pub pour la Formule électrique. Parce que si tous les pilotes, parce que lui c'était le champion de Formule E, hein, De Vries, si tous les pilotes de Formule E arrivent en Formule 1 comme ça et se font dégager au bout de 10 courses, ça va pas faire une très très bonne publicité pour la Formule E, ça deviendra un tremplin moindre, mais en tout cas c'est un tremplin qui existe et qui est bien médiatisé. Et enfin vous pouvez partir dans des courses de GT, donc des grands tourismes, comme l'a fait Alex Albon, sorti de Formule 2, pas de place en Formule 1, il part en GT et avant même le début de la saison de GT, et il a été récupéré par Alpha Tauri à l'époque. C'était Rosso à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça, mais donc il a été récupéré comme ça. Il y a plein de pilotes qui passent en GT et qui des fois peuvent être intéressants et peuvent passer en pilote de réserve pour des teams de Formule 1. Brendan Hartley par exemple également, ou même le plus grand de tous les temps, Michael Schumacher. Alors il était pas en GT je crois, mais il était dans une catégorie avec pas de la monoplace, mais donc
podcast dans la boîte à gants, qui est très très bien d'ailleurs, je vous le conseille, avec Fred Vasseur, avec Vacher, le team, le directeur technique chez Red Bull. J'ai aussi vu chez Sky un mécanicien de Red Bull également. C'est très démocratisé, donc les paroles sur la Formule 1, et à chaque fois le parcours est différent pour amener à la Formule 1. Mais l'étude type, c'est des études en mécanique. Alors en France, parce que je vais rester sur la France, hein, on a des bacs pro mécaniques qui peuvent faire accéder ensuite à la FFSA, Fédération française du sport automobile, qui va vous former pour être un ingénieur de course, un ingénieur de piste, comme les personnes qu'on voit au GP Explorer. C'est des personnes qui sont formées à la FFSA. Et ces formations vont vous permettre peut-être d'accéder à la Formule 4 si vous êtes bon en Formule 4, ou si vous suivez un pilote qui vous aime beaucoup, il vous fait monter en Formule 3, puis en Formule 2, puis en Formule 1. C'est à chaque fois, que ce soit pour les pilotes ou pour les mécaniciens, c'est le mérite et c'est la chance que vous croisez les gens qui vont vous faire monter dans les catégories supérieures. Ensuite, hors des études mécaniques, il y a aussi des études de fluide et d'aérodynamisme. Effectivement, c'est aussi des études de matériaux. Enfin, c'est des études qui touchent tout ce qui touche un peu à la Formule 1, à la performance de la Formule 1, peut vous aider à accéder à la Formule 1. Pierre Vacher, par exemple, à la base, il était ingénieur pneus pour BMW Sauber. Donc lui, il touchait au fluide à la base. Et ensuite, il est devenu directeur technique, il s'est formé. Voilà. Donc les études, tout ce qui touche de près ou de loin à la voiture et à la voiture de sport peut vous être utile pour des études et pour potentiellement accéder à la Formule. Ensuite, il y a des dénominateurs communs, bien sûr. Parler anglais, par exemple, c'est une obligation fondamentale pour accéder à la Formule 1, puisque la Formule 1 est un microcosme qui parle anglais. Tout le monde parle anglais en Formule 1, les communications sont faites en anglais, tout est en anglais. Donc c'est un peu une obligation, et également une disponibilité annuelle pour être sur le circuit ou à l'usine. Mais voilà, il n'y a pas trop de place à tout ce qui est famille et ce genre de choses. Tout du moins, ça doit être mis au second plan, parce que vraiment, les écuries vous demandent d'être là tout le temps pour l'écurie. En fait, il faut être à 100% là pour l'écurie. Et enfin, dernière petite voie pour accéder aux team members ou aux mécaniciens, être ancienne gloire ou ancien pilote, ça peut donner un gros avantage pour les teams principales. Déjà, Toto Wolff, c'est un ancien pilote, Horner, c'est un ancien pilote de Formule 3, si je dis pas de bêtises. Être consultant pour les écuries, Lauda l'a fait jusqu'en 2019, et malheureusement son décès, paix à son âme. Alain Prost également a été consultant McLaren après ses années chez Williams Renault. Pour accéder au poste de la FIA, Max Mosley, lui qui était pilote de Formule 3 également à l'époque de Lauda, donc ça remonte, hein. Lui aussi est devenu directeur de la FIA, lui aussi paix à son âme, malheureusement il nous a quittés assez récemment. Mais donc voilà, pour accéder à des postes de FIA, il faut avoir fait partie, être pilote ou avoir été pilote peut beaucoup aider, ou alors encore les commissaires principaux, Salo, Nika Salo et Vittorio Luzzi, tous les deux d'anciens pilotes de Formule 1, ça peut aider. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les voies pour accéder à la Formule 1 sans être pilote de Formule 1. Parce que pilote de Formule 1, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Là, c'est pour vraiment toucher à ce qui est Formule 1, mais malheureusement pas y accéder en tant que pilote. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo donc sur l'accession à la Formule 1, comment y aller pour les pilotes, les mécaniciens ou les team members. J'espère que ça n'aura pas été trop décousu, que je vous aurai bien détendu, que je vous aurai appris des choses, surtout, c'est le plus important pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement, n'hésitez pas à me mettre en suggestion, en commentaire des idées de vidéos qui pourraient vous plaire durant ces 3 mois sans Formule 1. Moi je me ferai un plaisir de vous lire et de